L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Il est tôt ce matin en 1970 dans le Connecticut. Donna fait son lit et y dépose avec le plus grand des soins sa poupée avant de partir en cours. Elle ne se doute pas que cette poupée allait tant faire parler d'elle. On l'appelle Annabelle. Ah, peut-être la connaissez-vous déjà. Après Chucky, elle est la poupée la plus populaire du cinéma d'épouvante et de loin la plus terrifiante. Mais avant de devenir une star hollywoodienne et d'effrayer la terre entière, qui était Annabelle ? Quelle famille a-t-elle fait tant frissonner pour que des démonologues aient dû intervenir ? Voici l'heure de l'une des affaires Warren qui a inspiré elle aussi un spin-off de la célèbre saga Conjuring. Nous sommes le 16 janvier 1970. Il est 9h du matin. C'est l'heure H de mon histoire. Donna est partie en cours. Elle veut devenir infirmière. Elle est en colocation avec Angie, l'une de ses amies. Mais sa mère, un peu triste de l'avoir quitté le cocon familial, a voulu s'assurer qu'elle ne l'oublie pas. Elle a donc été faire les magasins à la recherche d'un petit cadeau qu'elle pourrait lui offrir. Oh, rien de trop extravagant, non. Rien de trop grand ou de trop cher. Non, quelque chose à poser à côté de son lit pour les soirs où elle se sent seule. Et quoi de mieux qu'une poupée Raggedy Ann qui sourit ? Quand sa mère la lui a offerte, Donna était plus que touchée. Sa place sera sur son lit. Loin de se douter qu'elle n'allait pas y rester. Quand elle revient un soir de l'hôpital, elle remarque un changement subtil. Il se peut que la poupée ait bougé, mais comment en être sûr ? Oh, quelqu'un l'a peut-être effleurée en passant, sa coloc par exemple. Ou peut-être que dans la précipitation, Donna ne l'a simplement pas déposée là où elle le pense. Bref, les jours passent. Mais quelque chose vient tout de même inquiéter Donna. Alors qu'elle essaie de la positionner toujours de la même manière, les bras le long du corps, quand elle rentre dans sa chambre le soir, les bras de Raggedy Ann sont pliés, ou ses jambes sont croisées. Qu'est-ce qu'elle attend, direz-vous ? Il est temps d'en faire l'expérience. Donna et Angie vont donc croiser les bras et les jambes de la poupée pour vérifier et pouvoir dire avec certitude que la poupée bouge seule en leur absence. Bingo ! Quand elles reviennent, la poupée est toujours là, mais ses membres sont décroisés. Quelques semaines se sont maintenant écoulées depuis que Donna a reçu sa poupée de chiffon. Avec sa colocataire, elles habitent un petit appartement et Annabelle se déplace à l'intérieur. Oui, tantôt elle est sur le lit, tantôt sur le canapé. Parfois, elle se retrouve même sur la chaise de la salle à manger. On dirait presque qu'elle est vivante. Mais un soir, quelque chose d'encore plus étrange se produit. À leur arrivée à l'appartement, Donna et Angie doivent regarder à deux fois. Et elles n'en croient pas leurs yeux. La Raggedy Ann est agenouillée sur la chaise près de l'entrée. Comment une poupée de chiffon peut-elle tenir droite ? Elles la reprennent et tentent elles-mêmes de la coincer pour qu'elle tienne, mais impossible. La poupée s'effondre à chaque fois. Bon, cette fois ça suffit, il faut en parler. Les deux jeunes filles commencent à s'inquiéter pour de bon. C'est Lou, le petit ami d'Angie, qui est le premier au courant de ces phénomènes inexplicables. La poupée n'a pas l'air maléfique aux premiers abords, non ? Oh, elle a même plutôt l'air insignifiante, pour être franc. Elle est en peluche, ses cheveux rouges sont légèrement torsadés, elle porte une petite robe bleue sous un petit tablier blanc. Lou la regarde, mais il se sent tout de suite mal à l'aise. Les grands yeux ronds de la poupée ont l'air d'être fonctionnels. Quand il plonge les yeux au fond de ceux de la poupée, il se sent observé. Pour lui, elle est dangereuse. Mais Donna et Angie ne croient pas à ces histoires. L'explication se doit d'être logique. Dans leur monde, les poupées ne sont pas hantées. Ça fait maintenant 1 mois que la poupée est chez Donna et Angie. Elle qui pensait avoir tout vu. Le pire doit encore se produire. Cette fois, la poupée ne bouge plus. Ou plutôt, ce n'est plus ce qui les inquiète.
mais des morceaux de papier sont laissés un peu partout. Les messages inscrits dessus sont presque illisibles. On dirait qu'ils ont été écrits par un enfant. On peut déchiffrer sur certains les mots « help us » ou encore « help Lou ». Aidez-moi et aidez Lou. Mais Lou est là et il va bien. Donna et Angie vont croire qu'on leur fait une mauvaise blague. Dans l'appartement, il n'y a aucun papier qui ressemble à ceux qu'elles retrouvent, ni de crayon qui puisse avoir été utilisé. Le matériel aurait donc été trouvé ailleurs. Elles vont donc bloquer les fenêtres, les portes. Tout est fait pour que personne ne puisse s'introduire chez elles en leur absence. Mais la poupée continue à se déplacer. Malgré tous ces phénomènes étranges, rien ne venait vraiment déranger Angie et Donna. Lou n'avait sans doute pas bien cerné la poupée, parce que jusque-là, rien ne vient effrayer les deux jeunes femmes de 24 ans, même si elles commencent à se résigner au fait qu'aucune explication logique n'allait être trouvée. Il semble que la poupée n'a pas de mauvaises intentions, au contraire. Et si je vous dis ça, c'est bien sûr parce que l'atmosphère dans l'appartement est sur le point de changer. D'autres objets vont se mettre à se déplacer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette fois-ci, les mouvements n'étaient plus du tout subtils. Une statuette va s'écraser brutalement sur le sol, juste là, sous les yeux d'Angie et de Donna. L'atmosphère devient pesante tout à coup et, quelques jours plus tard, Donna s'approche de la poupée et remarque quelques petites taches rouges dans son dos et également sur ses mains. On aurait dit du sang. Les voilà sous le choc. Il faut à tout prix demander de l'aide. Les deux amis commencent alors à faire les annonces. Ah, un médium. Quelques jours plus tard, la dame entre dans l'appartement. Elle se présente et les trois commencent une séance de spiritisme plutôt intense. Il fait sombre dans le salon et la poupée est installée en face de la médium. L'histoire que la voyante va raconter est glaçante et même un peu triste. C'est celle d'Annabelle Higgins. Donna est présentée à son esprit. Annabelle était une jeune fille qui vivait sur la propriété avant la construction des appartements. Il faisait bon vivre, aucun immeuble à l'horizon, c'était la campagne. Mais quelque chose s'était produit. Alors qu'elle n'avait que 7 ans, son corps sans vie avait été retrouvé dans le champ où se trouve maintenant le complexe d'appartements. Étrange, vous ne trouvez pas? Il semble que l'esprit parle à la médium. Elle lui dit qu'avec Donna et Angie, elle se sent bien. Donna est attendrie par cette histoire. Elle en oublie même tout son scepticisme et veut garder Annabelle avec elle. Cependant, elles vont bientôt découvrir qu'Annabelle n'est pas ce qu'elle prétend être. Mais elle est maintenant accueillie au sein du foyer. Pour Donna, tout ce qu'Annabelle veut, c'est être aimée, et c'est pour cela qu'elle leur a demandé si elle pouvait rester avec elle et habiter la poupée. Et que pouvait-elle faire? Alors elles disent oui. Elles ne savaient pas encore qu'il s'agissait sans doute de la pire décision de leur vie. Lou, par contre, en est persuadée. Cette gentille poupée d'apparence ordinaire est l'hôte d'un personnage bien plus dangereux. Lou n'est pas tendre dans ses paroles et est loin de se douter que la poupée pourrait lui en vouloir. C'est à partir de ce moment-là que Lou va commencer à se réveiller en panique au beau milieu de la nuit. Depuis un certain temps, il fait des cauchemars. Le point de départ de ces nuits agitées coïncide étrangement avec l'arrivée de la poupée. Le lendemain, il va raconter à Donna et Angie la nuit abominable qu'il vient de passer. Tout à coup, alors que j'étais étendu là, je me suis réveillé. Quelque chose me semblait menaçant. J'ai regardé la pièce, mais tout était à sa place. Lorsque j'ai baissé les yeux vers mes pieds, j'ai vu la poupée, Annabelle. Elle a glissé lentement sur mon corps. Elle est montée sur ma poitrine et elle s'est arrêtée. Puis, elle a glissé un bras d'un côté de mon cou et son autre bras de l'autre côté, comme si elle tentait de faire une connexion électrique. Ensuite, elle m'a étranglé. J'ai utilisé toute ma force, assez pour pousser un mur, mais elle ne voulait pas bouger. Elle m'a littéralement étranglé à mort et je ne pouvais pas l'en empêcher malgré tous mes efforts. Cette nuit-là, Lou était comme paralysé. Angie et Donna ne voulaient pas le croire. Oh, il a dû rêver, mais
Il est persuadé de s'être bel et bien réveillé. Le voilà déterminé à s'occuper de cette maudite poupée. Il fallait le faire le plus vite possible, et si la deuxième fois, la poupée arrivait à ses fins. La journée se passe. Nous sommes déjà le lendemain, il est 23 heures. Quelque chose grince. Ça vient de la chambre de Donna. Lou et Angie sont, eux, dans le salon, et Donna, elle, est sortie. Angie se lève dans la hâte et se précipite jusqu'à la porte de la chambre de sa colocataire. Elle est sûre, elle est certaine qu'elle va surprendre la personne qui s'introduit dans l'appartement pour leur faire des farces. Lou est silencieux. Il a peur que ce qu'ils sont sur le point de découvrir soit bien pire. Lou ouvre la porte lentement, passe sa main pour atteindre l'interrupteur et appuie rapidement. Personne ne s'était introduit. Rien n'a bougé. Seule Annabelle n'est pas à sa place habituelle. Mais est-ce vraiment une surprise? Elle est par terre dans un coin de la pièce. Il entre sur la pointe des pieds, en s'assurant que personne ne soit caché. Des frissons lui traversent alors le corps, des pieds jusqu'à la nuque. Il se sent observé. Quelqu'un se tient derrière lui alors qu'il se retourne brusquement. Angie est seule dans son dos, mais Lou se met à hurler. Ses mains viennent serrer sa poitrine. Il se plie en deux et tombe au sol. Lorsqu'Angie s'approche de lui, elle voit sa chemise tachée de sang. Elle l'aide alors à se lever et ils partent précipitamment tous les deux dans le salon. Quand ils ouvrent la chemise de Lou, ils voient ce qui ressemble à des griffures. Elle recouvrait tout son torse. Il y a 7 marques qui ont déjà l'air de disparaître. Nous sommes le lendemain. Lou regarde sa poitrine dans le miroir, mais presque toutes les traces de griffes sont effacées. Et en seulement 2 jours, tout avait disparu complètement sans laisser de cicatrices. Donna et Angie vont alors décider de faire appel à un prêtre pour purifier l'appartement. C'est le père Egan qui vient sonner chez les 2 étudiantes. Elles le connaissent depuis quelque temps maintenant, mais l'histoire est tellement abracadabrante qu'elle pense qu'il ne les croira jamais. Pourtant, il va les écouter d'une oreille attentive. Il est très intrigué. Mais que faire? Il n'a aucune expérience dans le domaine. Il n'a même jamais entendu une histoire aussi folle. Et son supérieur non plus d'ailleurs. Mais il a 2 amis bien connus aujourd'hui. Ce sont les experts du paranormal. Si quelqu'un peut apporter une solution à Donna et Angie, c'est Ed et Lorraine Warren. Sans doute, voyez-vous de qui je parle? Depuis quelques années, ils sont les héros des films d'horreur qui connaissent le plus grand succès. Si vous êtes friand de ce genre d'histoire, Conjuring et ses spin-offs n'ont sans doute aucun secret pour vous. Et les 2 personnages principaux non plus, Ed et Lorraine, vont directement s'intéresser à ce cas des plus étranges. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H d'un jouet qui a inspiré les films hollywoodiens les plus terrifiants. La poupée Annabelle qui, une fois qu'on a le dos tourné, prend vie et vient tourmenter Donna et Angie, 2 jeunes étudiantes américaines, et leur ami Lou, qui semble être le souffre-douleur de la poupée. L'univers horrifique Conjuring vient tirer son scénario de cette histoire plus qu'invraisemblable, mais pourtant bien réelle. Depuis plusieurs semaines déjà, la poupée que Donna a reçue de sa mère vient la tourmenter, elle, sa colocataire et Lou. Après l'expérience traumatisante qu'a vécue Lou, ces 7 entailles inexpliquées sur le torse, Donna se rend à l'évidence que quelque chose de mauvais se trame. Et que sa poupée n'est sans doute pas aussi bienveillante que la médium qu'ils avaient appelée quelque temps plus tôt prétendait. Les époux Warren, experts dans des affaires paranormales, vont entrer en jeu pour tenter de percer le mystère de ce jouet maléfique.
Alors que se passe-t-il? Pourquoi, depuis qu'Annabelle est arrivée dans l'appartement, plus rien ne va? Qui a bien pu griffer Lou au sang? Les Warren ont effectué des missions dans tous les États-Unis, dans les pays lointains comme le Japon, l'Angleterre, l'Écosse, la France, l'Australie. Le couple, mondialement connu, bâtit un empire grâce aux livres, aux films et aux conférences sur ces cas. À leur arrivée, les Warren sont accompagnés du père Nolan. Un exorcisme va immédiatement être exécuté sur Donna, Angie et Lou. Quand Lorraine est entrée pour la première fois dans l'appartement et qu'elle a vu la poupée, elle a directement su que quelque chose de terrible abritait cette chose. Elle pouvait le sentir, rien qu'à l'atmosphère de la pièce. Les Warren se sont donc entretenus avec tout le monde pour percer ce mystère. Pour Lorraine, le mal doit trouver un corps à habiter, et si vous êtes faible, ça pourrait très bien être vous. Après avoir parlé avec Donna, Angie et Lou, ils sont arrivés à la conclusion immédiate que la poupée elle-même n'était pas possédée, mais bien manipulée. Que la présence qui dominait cette poupée était inhumaine. Quand les Warren essaient d'expliquer les phénomènes, ils disent que les esprits ne possèdent pas d'objets inanimés comme des maisons ou des jouets, mais qu'ils possèdent des personnes. Ce qu'il se passe chez ces deux infirmières, c'est qu'une force qu'on ne connaît toujours pas à l'heure actuelle s'est attachée à la poupée. Cet esprit la manipule, crée l'illusion qu'elle est vivante pour que les gens autour reconnaissent qu'il y a bien quelqu'un ou quelque chose. Oh, vous n'y croyez peut-être pas. Les Warren, eux, sont formels et ne plaisantent pas avec ce genre de dossier. Et puisque la force inconnue jusqu'à présent ne peut rendre la poupée vivante, qu'est-il en train d'essayer de faire? Il se pourrait qu'il tente de posséder un être humain. C'est ce qu'on appelle en démonologie le stade d'infestation du phénomène. L'esprit, ou dans ce cas un esprit démoniaque inhumain, déplace tout d'abord la poupée dans l'appartement par téléportation, afin d'éveiller la curiosité des occupants dans l'espoir qu'ils la reconnaissent. Il aurait alors attendu qu'on trouve un moyen de le faire parler. C'est ce qui s'est passé quand la médium est arrivée dans l'appartement. Elle a permis à un monde parallèle de communiquer avec les vivants. Il aurait alors joué sur la vulnérabilité des jeunes filles en se faisant passer pour une enfant perdue, inoffensive, et qui cherche simplement un endroit où elle pourrait se sentir en sécurité. Aidez franc avec eux. Oh, vous avez été dupés. Annabelle Higgins n'existe pas. Donna et Angie étaient tombées dans le piège, et l'erreur à ne pas commettre était de lui donner la permission de rester. Lou s'empresse de lui dire: moi, j'étais pas dupe, hein. Non, je savais bien que quelque chose ne tournait pas rond avec cette poupée. Donna se confond en excuses. Elle ne pensait pas qu'une telle chose allait se produire. Rien ne pouvait laisser présager que la poupée allait mettre Lou en danger, ni lui faire du mal. Les époux Warren sont connus dans le domaine. Mais parfois, n'exagérerait-il pas? On n'en sait rien. Toujours est-il que pour ce dossier, ils en viennent à la conclusion que c'est un véritable démon qui occupe l'appartement. Il ne possède donc pas la poupée, mais elle est son intermédiaire. Le lien entre le monde terrestre et les enfers. Dans la mesure où ce que l'on pourrait appeler un démon est un négatif, il va provoquer des phénomènes manifestement négatifs. Ce qui est vrai quand on y pense. Rappelez-vous, il a d'abord suscité la peur chez les filles par des mouvements bizarres de la poupée. Il a provoqué la matérialisation de notes manuscrites inquiétantes, puis des gouttes de sang symboliques, et finalement, il a même attaqué Lou en laissant derrière lui les marques d'une bête. L'étape suivante, après le phénomène d'infestation, aurait été la possession complète de l'homme. Ed Warren pense que si ces expériences avaient duré 2 ou 3 semaines de plus, l'esprit aurait complètement possédé, sinon blessé ou tué, un ou tous les occupants de l'appartement. Une fois que les Warren ont bien étudié le sujet,
Ils jugent bon de faire réciter par le prêtre qui les accompagne une bénédiction d'exorcisme pour purifier l'appartement. Seuls les mots pourraient faire partir cette intelligence inconnue. Ed Warren explique à Donna, Angie et Lou ce que c'est qu'une bénédiction. Autant vous le dire tout de suite, ils sont effrayés. La bénédiction épiscopale de la maison est un document de 7 pages qui est nettement positif par nature. Plutôt que d'expulser spécifiquement les entités maléfiques de la demeure, eh bien, l'accent est plutôt mis sur le fait de remplir la maison avec la puissance du positif et de Dieu. Le prêtre, qui les accompagnait, n'était pas familier avec ces rituels, mais Ed et Lorraine l'avaient convaincu. C'est une sorte de cérémonie que le prêtre entame. Tout se passe comme il se doit et il donne même sa bénédiction à Donna, Angie, Lou, Ed et Lorraine en leur assurant que le démon ne pouvait plus leur faire de mal. Mais Donna avait tout de même encore une crainte. Elle avait peur que la poupée soit toujours sous l'emprise de cet être ou de cette chose. Elle ne savait pas trop comment l'appeler. Une intelligence maléfique, peut-être, sûrement. À la demande de Donna et comme précaution supplémentaire pour éviter que le phénomène ne se reproduise dans la maison, les Warren vont emporter la grande poupée de chiffon quand ils partent. Ed va la poser à l'arrière de la voiture. Donna avait bien raison de s'inquiéter, car Annabelle n'est plus chez elle. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Les Warren, qui montent dans la voiture, sentent immédiatement quelque chose de louche. Comme si la poupée était toujours sous l'emprise de cette chose vicieuse. À chaque fois que le couple entre dans un virage dangereux, la voiture fait les siennes. Elle s'arrête. La direction assistée part en vrille et les freins ne répondent plus. Ils évitent des accidents de justesse. Ed tend son bras derrière lui pour tenter d'atteindre sa sacoche noire posée sur la banquette arrière. Il se met à fouiller dedans à l'aveugle et sort une fiole d'eau bénite. Il se met ensuite à arroser la poupée tout en faisant le signe de croix. Les troubles se seraient alors mystérieusement arrêtés jusqu'à ce qu'ils arrivent chez eux. Une fois rentré, Ed pose la poupée sur une chaise à côté de son bureau. Selon ses dires, la poupée se serait mise à léviter quelquefois avant de tomber sur le sol, inerte. Cette poupée, qui est maintenant dans la maison même des Warren, va se mettre à refaire les mêmes choses étranges que Donna, Angie et Lou leur avaient décrites. Quelques semaines se sont écoulées. Le couple s'absente de la maison et enferme alors la poupée dans le bureau. Celui-ci est fermé à double tour et pourtant, il n'est pas rare que Lorraine et son mari retrouvent la poupée dans différentes pièces de la maison sans qu'aucun d'eux ne l'ait bougée. Elle se retrouve souvent à l'étage, bien installée dans le fauteuil où Ed a l'habitude de s'asseoir. Et les phénomènes mystérieux s'empirent, deviennent encore plus violents lorsqu'un membre du clergé passe le pas de la porte d'entrée. Un jour, alors que les Warren s'apprêtent à recevoir le père Jason Bradford, un exorciste catholique, Annabelle est assise, posée sur une chaise de la pièce de séjour. Il la regarde fixement, la prend entre ses mains. « Tu n'es qu'une vulgaire poupée de chiffon, Annabelle, tu ne peux pas faire de mal !» Il la repose sur la chaise. Ed, surpris, lui demande de ne pas dire ce genre de choses. Alors que le père Jason est sur le point de partir, les époux le supplient de bien faire attention sur la route et lui demandent de l'appeler quand il sera rentré chez lui sain et sauf. Ou presque. Quelques heures plus tard, Lorraine est inquiète de ne toujours pas avoir reçu le coup de fil du prêtre. Elle sent quand une tragédie est sur le point de se produire grâce à ses dons de clairvoyance. Mais bon, pas de nouvelles bonnes nouvelles. Le téléphone sonne une semaine plus tard. Elle décroche l'appareil. Et c'est bien le père Bradford qui est au téléphone. Mais il a la voix tremblante. « Oh, j'aurais dû vous écouter. Il vient d'échapper à un terrible accident.
Alors qu'il s'engageait dans une intersection, ses freins ont mystérieusement lâché. Les routes qui mènent à ce carrefour sont très fréquentées. Une voiture l'a percuté de plein fouet. Et avant cela, le prêtre est convaincu d'avoir vu le reflet de la poupée dans son rétroviseur. Heureusement, aucun décès n'est à déplorer, mais il est témoin une. Après l'incident, des péripéties de ce genre ont continué à se produire. Il est alors temps d'enfermer cette maudite poupée avant qu'elle ne fasse plus de dégâts. Les Warren ont fait construire un musée pour y entreposer tous les objets qui ont été la source de phénomènes étranges. Le musée de l'occulte. Annabelle est, elle, placée dans une boîte pour qu'elle ne se déplace plus. Elle est installée là, de manière immobile. Mais, même si elle ne semble plus bouger, la mort étrange d'un jeune homme venu la voir va interpeller Ed et Lorraine. Ce garçon vient un jour accompagné de sa petite amie après avoir entendu l'histoire d'Ed sur la poupée. Il commence à tapoter sur la caissette dans laquelle elle se trouve. Et maintenant, il se met à ricaner parce qu'il n'y croit pas du tout. Hey, si t'as une poupée qui peut griffer les gens, bah vas-y. Bon, vas-y, griffe-moi, qu'est-ce que t'attends? Les deux jeunes gens étaient venus en moto. Sur le chemin du retour, ils continuent à se moquer de cette poupée quand tout à coup, la moto devient incontrôlable. Elle vient percuter un arbre à vive allure. Le jeune homme est tué sur le coup. Sa petite amie, elle, a un peu plus de chance, elle est en vie. Mais elle va être hospitalisée pendant plus d'1 an pour se remettre du choc tant physique qu'émotionnel. C'est elle qui a fait part de cette histoire en disant que l'accident s'était produit au moment où il se moquait d'Annabelle. Ed les avait pourtant prévenus. Aucun homme n'est plus fort que le diable. Mieux vaut s'abstenir de le défier. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H d'Annabelle, l'objet hanté le plus célèbre du musée des démonologues, Ed et Lorraine Warren. Cette poupée maléfique, qui est aussi au cœur de l'intrigue d'une trilogie d'horreur, existe réellement. Après avoir habité avec Donna et Angie, 2 étudiantes infirmières, avoir griffé au sang un de leurs amis et avoir causé plus d'un accident, c'est enfermé dans une boîte que la poupée se trouve. Mais maintenant que vous connaissez ce qui s'est réellement passé, croyez-vous à son histoire paranormale? Aujourd'hui, les époux Warren sont décédés. Mais ils ont laissé derrière eux un musée où sont exposés tous les bibelots qu'ils ont collectés pendant leurs enquêtes paranormales. C'est leur gendre, Tony Spera, qui s'occupe du musée de l'occulte, non loin de là où l'histoire d'Annabelle a commencé dans le Connecticut. Seulement, il est impossible de le visiter. Leurs histoires étranges ont suscité un tel engouement que le musée a été obligé de fermer. L'affluence de touristes était tellement incontrôlable que les habitants du quartier ont déposé plainte. Une fois, c'était le bruit qui les dérangeait, une autre fois, les déchets qu'ils laissaient derrière eux. Certains venaient même jusqu'à frapper à la porte ou sur les vitres des maisons environnantes pour poser leurs questions. Des voitures étaient garées le long de la route qui menait au musée, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. Nous sommes le lundi 13 octobre 2014. L'un des voisins remarque 3 voitures garées dans la rue. Il s'empresse de prévenir la police pour qu'il soit verbalisé. Le chef de la police est furieux. Ce n'est pas un musée, hein. C'est une maison résidentielle. Un trafic pareil, c'est pas possible pour une rue aussi étroite. Alors partez! 1 mois plus tard, les autorités ferment le lieu. Le musée n'a aucune autorisation pour en faire une utilisation commerciale. Mais les visiteurs payent pourtant leur entrée. Des panneaux sont installés aux alentours pour prévenir qu'il n'est plus possible de venir visiter le musée de l'occulte des Warren. Tony est lui aussi ennuyé par les nuisances. Des panneaux sont installés sur la propriété, mais cela n'empêche pas les plus téméraires et les plus curieux de se faufiler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il s'en veut terriblement des dommages causés à son voisinage.
Mais la curiosité de certains est plus forte que leur bon sens. Les histoires paranormales sont très intrigantes. Que l'on y croit ou non, l'héritage des Warren est si dense qu'il donne envie au public de venir, pourquoi pas, faire l'expérience d'un phénomène étrange et d'être témoin de ce que le célèbre couple d'enquêteurs a partagé pendant des années. Et nous voilà en 2016. Pendant 2 ans, l'activité s'était affaiblie. Les histoires des Warren commençaient à perdre petit à petit l'intérêt des visiteurs. Mais au mois d'août, tout reprend de plus belle. À nouveau, des visites sont organisées. Tony ne veut plus fermer le musée. Les résidents de Knollwood Street signalent une nouvelle agitation, encore plus importante qu'il y a 2 ans. La télévision est sur les lieux pour venir interviewer Tony. Une voiture avec une plaque étrangère est aussi présente et est garée devant la maison. Ça recommence. Le public vient de partout. Depuis la sortie des films Conjuring, les va-et-vient deviennent insupportables pour les voisins. En 2019, Lorraine Warren va s'éteindre et le musée de l'occulte sera fermé définitivement. On ne sait toujours pas s'il rouvrira un jour au public. En tout cas, pour l'instant, il abrite toujours tous les objets hantés et maudits des Warren, y compris la fameuse poupée Annabelle. En 2020, des frissons traversent le dos de ceux qui croient aux histoires surnaturelles. Une rumeur court. Annabelle aurait disparu du musée. Les réseaux sociaux s'enflamment. La poupée a réussi à s'échapper de sa boîte scellée. Mais Tony vient rétablir la vérité. Je dois vous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous voulez entendre ça ou pas, mais Annabelle ne s'est pas échappée. Annabelle est bien vivante. Enfin, je ne devrais pas dire vivante. Annabelle est là, dans toute sa gloire infâme. Elle n'a jamais quitté le musée. Elle n'est allée nulle part. Elle n'a pas fait de voyage. Elle n'a pas volé en première classe. Elle n'est pas sortie pour rendre visite à son petit ami. Alors la voici, regardez. Et on met fin aux rumeurs, les gars. Tony, depuis des années, a repris le flambeau et garde le musée avec beaucoup de soin. Il n'est pas celui qui a fait les enquêtes, mais il est tout aussi passionné qu'Ed et Lorraine Warren ne l'étaient. Je serais inquiet si Annabelle partait vraiment, parce qu'elle n'a rien à jouer, ça je peux vous le dire. Les apparences sont trompeuses, avait dit Lorraine Warren au journal USA Today en parlant d'Annabelle. Ce n'est pas l'apparence de la poupée qui la rend effrayante. C'est ce qui a été insufflé en elle, le mal. Mais même si Tony est convaincu de toutes les histoires de ses parents, on peut quand même être sceptique quant à la véracité de leur récit. Les preuves réelles de la fameuse infestation de la poupée Annabelle par un esprit démoniaque inhumain sont rares. À part les témoignages des Warren, rien ne prouve que cette histoire se soit bel et bien passée comme ils l'ont raconté. Quand on se penche sur l'affaire, même les noms des personnes impliquées changent parfois selon les sources. Une fois, l'infirmière qui a reçu la poupée s'appelle Donna, une autre fois Debbie. Ces incohérences nous poussent à nous demander si l'histoire d'Annabelle n'a pas été inventée de toutes pièces, ou au mieux, extrapolée. Seule la clairvoyance reconnue de Lorraine Warren peut venir confirmer cette histoire. Mais est-ce assez pour convaincre les sceptiques ? Certains esprits effrontés ne se retiennent pas de pointer du doigt l'honnêteté des Warren, ou plutôt leur manque d'honnêteté. Ils ont souvent été considérés comme des personnes sincères et bienveillantes, mais leur travail a souvent suscité de nombreuses critiques, de nombreuses controverses. N'ont-ils pas profité de ces histoires pour vendre ? On pourrait légitimement se poser la question. Mais après avoir passé tant d'années à se consacrer entièrement à leurs recherches, il n'est pas juste de leur reprocher de gagner leur vie. Annabelle, la poupée la plus terrifiante de ces dernières années, est elle aussi au cœur des débats. Les Warren ont souvent été accusés de faire des canulars. Il convient donc de se pencher sur leur éthique. Même si les histoires qui viennent contredire leur honnêteté sont elles aussi peut-être motivées par la calomnie, certains témoignages sont venus ternir la fiabilité de la parole des Warren.
vous avez une partie de l'histoire. Utilisez ce qui fonctionne et inventez le reste. Il suffit de l'inventer et de le rendre effrayant. C'est ce que Ed aurait dit au romancier Ray Garton, qui a écrit un livre mettant en scène les deux démonologues. Faut-il alors vraiment se fier à ce que les Warren racontent? Malheureusement, dans le cas d'Annabelle, la parole du couple est tout ce que nous avons. En tant que tel, le cas de la poupée Annabelle ne peut être considéré que comme, au mieux, douteux. Mais quand même, de nombreuses personnes ont rapporté que la poupée était capable de se tenir debout, de léviter ou encore de faire apparaître sur elle des gouttelettes de sang. Jusqu'ici, la véracité de ces rapports n'a pas encore été confirmée, mais elle n'a pas non plus été infirmée. Que vous y croyez ou non, c'est l'histoire que les époux Warren ont racontée sur de nombreux plateaux de télévision et c'est ce que Ed Warren a écrit pour relater l'enquête qui fait toujours parler d'elle plus de 50 ans plus tard. Elle fait encore frissonner les adeptes des films d'épouvante. Et peut-être vous aussi. Et en définitive, c'est ce qui compte. Quand l'histoire d'Annabelle a été tournée au cinéma, elle en a perturbé plus d'un sur le plateau. L'actrice Alfre Woodward, qui joue dans un film d'horreur, pensait en acceptant le rôle qu'elle allait apporter une touche amusante à sa carrière d'actrice. L'histoire l'a bouleversée. Annabelle est une fiction, mais elle restitue une réalité qui relate des faits plus que terrifiants. La poupée Raggedy Ann est loin d'avoir une allure horrifique. Pour le film, par contre, son design a été retravaillé, son style était bien plus effrayant. Sur le plateau, le temps était comme suspendu, et les acteurs ne se sentaient absolument pas à l'aise. Même si la vraie Annabelle n'était pas présente, son énergie semblait avoir envahi le plateau et faisait sursauter les acteurs quand ils avaient le malheur de tomber sur elle quand ils s'y attendaient le moins. Est-ce qu'Annabelle avait apporté une présence qui dépasse notre compréhension du naturel? En tout cas, les événements paranormaux qui se sont produits pendant le tournage laissent penser que oui. Le scénariste aurait payé les frais de cette sombre petite poupée. Le soir, Gary Doberman rentre chez lui. Il va se coucher assez inquiet parce que pendant la journée sur le plateau, les caméras ont filmé les acteurs en train d'invoquer un démon. Alors, même si la scène est fictive, Gary a le sommeil agité. Le démon avait pour symbole la lettre A. À son réveil, il est certain d'avoir vu apparaître la lettre sur le plafond de sa chambre. Et au 8e étage de l'immeuble où il se trouve, il y avait selon lui des marques de griffures. Alors, serait-ce le démon qui avait griffé Lou au sang? Gary Doberman n'est pas le seul à faire ce genre de déclaration. Plusieurs autres événements étranges se seraient déroulés dans les coulisses du film. Quand l'équipe de tournage arrive assez tôt dans la matinée, elle remarque à plusieurs reprises que le banc qui accompagne le piano s'est déplacé. Impossible de savoir comment celui-ci faisait seul des escapades nocturnes. Le studio est fermé à clé chaque soir et personne ne peut s'introduire sur le plateau. Et ça ne s'arrête pas là. Un journaliste a aussi été témoin de quelque chose qu'il ne peut toujours pas expliquer. Sa montre se serait détraquée à plusieurs reprises le jour où il était présent pour assister au tournage. La montre fonctionnait, mais les heures changeaient sans arrêt. Et le lendemain? Eh bien, le lendemain, plus rien. Le mécanisme était comme neuf et l'heure indiquée était la bonne. Mais des 4 histoires étranges qui se sont produites au moment de tourner le film Annabelle, c'est sans doute celle de l'actrice McKenna Grace qui est la plus intrigante. Alors qu'elle est dans sa loge, le courant se coupe subitement. Bon, elle ne s'inquiète pas et n'y voit aucun lien. Elle n'en aurait probablement jamais fait, mais quelques jours plus tard, son nez se met à saigner si fort qu'elle se demande s'il va un jour s'arrêter.
Il faudra attendre qu'elle quitte le studio pour que tout s'arrête soudainement. Étrange, et encore plus étrange, elle est persuadée d'avoir vu l'ombre de quelqu'un en train de dormir dans une pièce vide du décor. Elle est intriguée par tout ce qui se passe. Et chaque fois qu'elle tente de capturer l'image d'Annabelle, la photo est noire. Les esprits les plus terre-à-terre ne verront donc que de simples coïncidences quant aux phénomènes étranges, aux allures surnaturelles et parfois aux conséquences désastreuses. Mais Lorraine en était, elle, convaincue. Il ne fallait pas la regarder dans les yeux car cette poupée était à l'origine de bien des malheurs. Et gare à celui qui oserait se moquer, au risque de subir son courroux. C'était leur hache d'Annabelle, celle qui était présentée par la célèbre démonologue comme l'objet le plus terrifiant de son musée. Voilà donc pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager, grâce à la plume d'Emma Versé. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.